Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel espace Psychanalyse pour tous, un nouvel épisode. Nous sommes donc le 20 mai 2025 et aujourd'hui nous nous sommes proposés de parler de ce qu'on appelle le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, je vous rappelle, parce qu'il est nécessaire, toujours Marie-Laure, bonsoir, de se rappeler, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Donc, Nathalie, bonsoir. Donc, nous sommes aujourd'hui fort intéressés, n'est-ce pas, par ce trouble, par ce trouble bipolaire. Pourquoi? Principalement parce qu'il touche de nombreuses personnes, ou en tout cas de nombreuses personnes, Simo, bonsoir, ont été diagnostiquées et par ce trouble, ou parce que chacun d'entre nous, on peut, sans ayant reçu un diagnostic, Stéphie, bonsoir, un diagnostic de la psychiatrie comme bipolaire, on peut de temps en temps, chacun d'entre nous, se sentir un peu bipolaire, n'est-ce pas? Armando, bonsoir. Alors, on va voir, bien le bonsoir. Nous sommes dans notre espace de psychanalyse pour tous, bienvenue à tous. Et nous sommes sur le Facebook de Clémence Lolis Psychanalyse, pour ceux qui ne le verront ailleurs et qui veulent le suivre en direct, c'est une possibilité aussi. Donc, alors attendez, qu'est-ce que je cherche là? Qu'est-ce que je cherche? Donc, Sabrina, bonsoir. Comment allez-vous, Sabrina? Donc, nous sommes en direct. Il fait toujours, pourtant ici il y a de la lumière, mais par contre l'image elle est toujours sombre. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait beaucoup plus d'illumination. Et bonsoir Lucie. Bon alors vous savez, avant de commencer, vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que diffuser la psychanalyse, ce n'est pas simplement ma tâche, mais c'est celle de beaucoup ou de nombre d'entre nous, non, de pouvoir diffuser un petit peu les concepts, Marlène, bonsoir, de la psychanalyse, ce que la psychanalyse vient nous raconter et nous définir un petit peu. Alors, le trouble bipolaire, ce n'est pas quelque chose qui a été défini directement par la psychanalyse. La psychanalyse, bien évidemment que Freud a étudié ce trouble, mais c'est quelque chose qui est défini, qui est très à la mode actuellement. Il faut le dire, c'est quelque chose qui est très à la mode. Tout le monde se présente, enfin beaucoup de gens se présentent comme bipolaires. Alors on va voir un petit peu dans les cas où le diagnostic est juste, on va dire. Bonsoir. Dans le cas où le diagnostic est juste, on va voir de quoi il s'agit du trouble bipolaire. Alors, préciser, parce que vous savez, et ça c'est très important, de préciser qu'en psychanalyse, nous n'allons pas mettre d'étiquette, nous n'allons pas étiqueter. Non, la médecine, la psychiatrie s'intéresse au diagnostic. Pourquoi? Parce que tout va dépendre, le traitement va dépendre du diagnostic. C'est une science qui travaille d'une autre manière. C'est-à-dire que la médecine, comme la psychiatrie, qui est une branche de la médecine, a besoin de pouvoir diagnostiquer, parce que selon le diagnostic va s'appliquer un type de traitement ou un autre type de traitement. Dans le cas de la psychanalyse, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de mettre des étiquettes, puisque dans tous les cas, on va voir le traitement va être le même pour tout le monde. Le traitement va être le même pour tout le monde, c'est-à-dire que celui qui veut se psychanalyser peut prendre contact avec un psychanalyste, accorder avec lui un horaire et un tarif, et à partir de là, commencer à parler. Et après, donc le discours du patient va se produire, Annie, bonsoir, et ce qui va se produire aussi, bien évidemment, dans ce cadre particulier, c'est l'écoute du psychanalyste. Et bien évidemment que le psychanalyste, pour affiner son écoute, pour aiguiser son écoute, il est intéressant qu'il puisse continuer à étudier
à étudier l'œuvre de Lacan, de Freud, et ici, dans l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero, nous étudions aussi l'œuvre de Miguel Oscar Menaza. Donc, qui était le fondateur, ou qui est le fondateur du Grupo Zero, et de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Bon, tout ça pour dire que c'est très important de continuer à étudier, que c'est très important pour que cette écoute soit bien aiguisée, de continuer, que le psychanalyste continue à se psychanalyser pour être un instrument impartial, pour que ses opinions ne se glissent pas dans ses interventions, on va dire. Donc il faut qu'il continue à se psychanalyser, aussi bien évidemment à superviser, mais que la psychanalyse personnelle, individuelle du psychanalyste est indispensable. Donc, et de l'autre côté, étudier la théorie pour apprendre, parce que quand on parle de bipolaire, alors on dit bipolaire, alors on va voir Freud, non, c'est le premier qui a étudié, celui qui a le mieux étudié le phénomène de cette bipolarité, et on va lire le texte de Freud qui s'appelle Deuil et mélancolie, où il va nous expliquer principalement, donc, puisque dans le trouble bipolaire, alors dans le trouble bipolaire, il y a ces deux facettes. Non, Samy, Bénice, bonsoir. Il y a ces deux facettes, Sabrina, et il y a ces deux facettes, c'est-à-dire cette facette de la mélancolie, cette autre facette qu'on appelle de la manie. Féti, bonsoir. Ce sont deux facettes qui apparaissent comme quelque chose de complètement opposé, quelque chose de complètement différent, ou je dirais même de quelque chose de contraire. C'est-à-dire c'est comme la pièce d'une même monnaie, c'est pile ou face. Et selon du côté où ça tombe, c'est une situation ou une autre. Alors, nous connaissons un petit peu les caractéristiques habituelles de la dépression, de la mélancolie. Laurence, bonsoir. On s'était déjà attardé pour parler de cette situation de la dépression. Alors, dépressif, premièrement, c'est important. On ne peut pas se diagnostiquer soi-même. Il y a des gens qui ne vont même pas voir le médecin et qui se diagnostiquent eux-mêmes. Non, parce que ils ont telle sensation, telle... Non, ce n'est pas possible. Jean-Loris, bonsoir. Non, que c'est important. Quand nous, en psychanalyse, on parle d'un diagnostic où on va faire la description d'une mélancolie, la mélancolie a des caractéristiques tout à fait particulières. Qu'il ne s'agit pas simplement d'un manque d'appétit ou qu'il ne s'agit pas simplement d'une tristesse, sinon qu'il y a différentes caractéristiques, un ensemble de caractéristiques pour que nous puissions parler de mélancolie ou que nous puissions parler de dépression. C'est-à-dire que effectivement il peut y avoir une tristesse, mais dans la vie de tout le monde aussi, il y a des tristesses. Et la tristesse, c'est un sentiment aussi qui, de temps en temps, peut apparaître dans la vie de tout le monde et qui fait plus référence à notre situation d'être mortel, que se rend compte qu'un jour, tout ça, ça va se terminer. Salia, bonsoir. Et une autre chose, c'est la dépression. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Donc il peut y avoir dans, Martine, bonsoir, dans la dépression, un sentiment de tristesse. Mais il y a aussi un manque, effectivement, un manque d'appétit à vivre. Sarah, bonsoir. Et Itram, bonsoir. Un manque d'appétit à vivre, c'est-à-dire pas de goût pour faire les choses, on doit se forcer pour faire les choses. Il y a un manque de goût. Non? Il y en a même qui perdent l'appétit. Mais en plus, il y a une caractéristique tout à fait particulière et qui appartient exclusivement, je dirais, à la mélancolie, c'est qu'il y a une autocritique du sujet sans pudeur. Et ça, c'est une particularité de la mélancolie. Je répète, ce sont des diagnostics qui ne sont pas faits dans la rue. Ce n'est pas en écoutant mon ami dans un bar ou à la terrasse d'un café que je vais pouvoir diagnostiquer. Sinon que ce sont... Rabia, bonsoir. Ce sont des diagnostics qui se font dans des séances de psychanalyse. D'accord? C'est important. Pas dans la rue, à écouter tout le monde et à mettre des étiquettes. D'accord?
Le psychanalyste ne met pas d'étiquette non plus. Mais c'est une manière d'écouter pour se rendre compte un petit peu, non, ces caractéristiques où on va parler de la dépression comme quelqu'un qui va s'auto-critiquer sans aucune pudeur, sans aucune pudeur. Je suis un imbécile, je ne sers à rien, je rends la vie difficile à tous ceux qui m'entourent, Schmilka, bonsoir, Bidoïk. Non, c'est-à-dire qu'il y a des phrases caractéristiques qui vont venir décrire cette situation de la dépression, donc qui est une facette de cette bipolarité. D'accord ? Alors, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la manie. Alors la manie, c'est quand tout d'un coup cette personne qu'on voit un petit peu sans goût, on va dire sans goût, qui tout d'un coup se réveille et a envie de faire plein de choses et se redécouvre et veut tout faire. Et tout ça avec une grande exagération. C'est-à-dire qu'il est de vouloir récupérer le temps perdu, de vouloir se mettre dans 1000 projets en même temps, etc. Et donc il y a cette autre facette où parfois les gens de l'extérieur ils voient un petit peu la différence en disant celle-là c'est une exagération. Non, des fois on peut s'en rendre compte qu'il s'agit d'une exagération. Laurence, bonsoir, et d'une exagération. Alors, puisque en psychanalyse, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de faire une description de la situation du malade, sinon que du malade, du patient plutôt. Ce qui va nous intéresser, rappelez-vous, en psychanalyse, c'est qu'on va écouter le patient. On va faire non. Ici, c'est la théorie. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la théorie et ce qu'on appelle la pratique et ce qu'on appelle écouter. Il ne s'agit pas d'aller écouter le patient pour le pointer du doigt et dire « Ah tiens, je reconnais ce que j'ai lu dans le livre. » C'est pas ça la clinique. Sinon, c'est apprendre à écouter. On dit qu'il faut en fait apprendre à écouter en oubliant tout ce qu'on a appris. Savoir que ce qu'on a étudié, c'est pour ça qu'il faut étudier toute sa vie, c'est que tout ce qu'on a étudié, en fait, il a été incorporé, c'était devenu un savoir inconscient. Et Malika, bonsoir, un savoir inconscient que nous allons pouvoir utiliser dans l'écoute sans qu'il apparaisse de façon consciente. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment, et la psychanalyse, c'est la première à le mettre en valeur, qu'il y a ces communications, ces transmissions dans une psychanalyse qui a lieu, on va dire, sans que il y ait intervention directement de la conscience. Alors, la psychanalyse, elle va intervenir, bien évidemment, que d'un côté, il y a une intervention simplement par l'écoute. L'écoute, il faut penser que l'écoute d'un professionnel, d'un psychanalyse, une écoute bien aiguisée, c'est une écoute qui va déjà produire des changements dans le patient. Pourquoi ? Parce que l'écoute, elle est bien aiguisée. Elle est bien aiguisée, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le professionnel est un professionnel pratiquement comme un chirurgien. C'est-à-dire qu'il écoute avec la froideur d'un chirurgien, on va dire. Et c'est-à-dire qu'il occupe la fonction. Quand on dit qu'il occupe la fonction, il y a beaucoup de gens qui viennent dire qu'ils ne sont pas d'accord, non, mais que quand on est bien préparé, on peut écouter et occuper la fonction. Hakim, bonsoir, on peut écouter la fonction, c'est-à-dire ne pas se laisser troubler par ses propres références. C'est-à-dire que le sujet disparaît et la seule chose qui reste, c'est la fonction de psychanalyste. J'occupe la fonction de psychanalyste. Clémence a disparu. D'accord ? Donc, et ça, c'est ce qui devrait se passer. Le chirurgien, c'est ce qui lui arrive. Le chirurgien, il n'y a pas le monsieur, le docteur avec tel nom qui apparaît quand il est en train d'opérer. Quand il est en train d'opérer, il n'y a que le chirurgien qui est là, qui est présent pour participer à l'intervention. Sinon, il y a des problèmes dans l'intervention. Et tout ça dans de nombreuses professions où nous devrions, mais pour le psychanalyste, Brahim, bonsoir, pour le psychanalyste, c'est indispensable. C'est indispensable, parce que sinon il va mélanger son histoire avec l'histoire de celui qui parle.
et alors là, c'est un capharnaüm. D'accord? Alors, l'intervention de la psychanalyse, bien évidemment, l'intervention ne va pas être sur la vie du patient. Hein, comme on disait dans ce post où il y a eu tant d'interventions dans ce post sur la page de Facebook. C'est-à-dire que on ne va pas intervenir sur la vie du patient. Pourquoi? Parce que ça, c'est... Comment je vais savoir, moi, ce qui convient au patient ou ce qui ne lui convient pas? Non, sinon, j'utilise mes propres valeurs pour juger la vie du patient. Alors là, non, je suis un guide. Je ne suis plus psychanalyste, je suis un guide spirituel. Donc, l'intervention doit être au niveau psychique. Au niveau psychique, c'est-à-dire que si on pense que la mélancolie, en fait, ce qui s'est passé dans le cas de la mélancolie dans l'appareil psychique, c'est que le sujet, face à une perte qui peut être une perte dans la vie réelle ou qui peut être une perte, oui, dans la vie réelle, c'est-à-dire on peut perdre un idéal, c'est-à-dire une idée. Un idéal, on peut perdre une personne, bien évidemment, on peut perdre un projet, il y a quelque chose qui s'est transformé et que face à cette transformation, le sujet a des difficultés à passer à autre chose. Il a des difficultés à passer à autre chose. Quand nous savons que justement la libido, cette énergie psychique du sujet psychique, c'est ce qu'il y a de plus mobile. Notre libido, c'est notre énergie qui est la plus mobile possible. Alors quand tout d'un coup elle va se bloquer quelque part, qu'elle va rester coincée quelque part, et bien là il y a souffrance. C'est pour ça qu'il faut lui redonner une mobilité à cette énergie psychique. Et c'est un des travaux qui va avoir lieu dans un travail analytique. C'est-à-dire redonner de la mobilité à cette énergie, parce que à chaque fois que la libido reste bloquée quelque part, quel que soit le lieu de son blocage, ça produit une souffrance. La libido, c'est une énergie qui a besoin de mouvement. Mais c'est un mouvement psychique. Et c'est un mouvement inconscient. C'est-à-dire que ce n'est pas en relation avec « tiens, je vais aller balader ma petite libido ». Non, nous n'avons pas cette possibilité-là. D'accord? C'est-à-dire que quand elle est coincée, il faut l'intervention de ce chirurgien psychanalytique pour mobiliser cette libido. Et tout ça pour vous dire que, pour rappeler que, donc, ce qui se passe dans le cas de la mélancolie, c'est que face à une perte, au lieu que cette libido, qui a cette flexibilité, qui a cette mobilité, et en plus qui se satisfait dans le mouvement, puisse, là où il n'y a plus rien, trouver un autre mouvement pour aller chercher ailleurs, eh ben non, elle reste bloquée. Elle reste bloquée. Et là où elle reste bloquée, bonsoir. Là où elle reste bloquée, en fait, ce qui lui arrive, c'est que elle va s'identifier avec ce qui a été perdu. C'est-à-dire que l'identification, qui est un mécanisme que nous utilisons tous les jours, tout le temps, là, il va être utilisé de façon à dériver l'énergie et à coincer cette énergie dans le moi. C'est-à-dire que cette énergie qui me mettait en relation avec cette personne, avec ce projet, avec cette idée qui me mettait en relation, cette énergie, comme il n'y a plus d'idée, comme il n'y a plus de projet, comme ça c'est perdu, face à ça, au lieu de déplacer la libido, de la mettre ailleurs, je la remets sur le moi. Et je vais m'identifier avec l'objet perdu, avec ce qui a été perdu. Pas complètement, simplement avec un trait. Non? Et c'est là où va se passer, non? Freud il parle de une ombre est tombée sur le moi. C'est pour ça qu'il y a cette tristesse, c'est pour ça qu'il y a ce manque d'envie de vivre, parce que le moi en fait est couvert par une ombre, l'ombre de l'objet, l'ombre de l'autre qui a disparu. Et en plus il va s'établir une certaine bataille. En fait, il va y avoir une bataille dans l'appareil. Et c'est pour ça qu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Les gens qui sont mélancoliques, ils manquent d'énergie, ils sont très fatigués. Parce que toute leur énergie, elle est utilisée à faire cette bataille entre cet objet, ce moi, et le surmoi qui va intervenir. Et donc là, il commence à avoir une bataille à l'intérieur de l'appareil, et une bataille dans le sens où le moi va se soumettre à ce surmoi qui va
le punir, non? Alors, quand on parle de ces mécanismes, le mécanisme, l'intervention du surmoi, l'intervention du moi, le mécanisme d'identification, rappelons-le parce que c'est très important, tous ces mécanismes sont des mécanismes normaux. Ce sont des mécanismes que nous utilisons tous et que nous utilisons tous tout le temps. Mais dans le cas d'une mélancolie, ben, il y a une tendance à rester bloqué là. Donc, comme je dis que a une tendance à rester bloqué là. Jean Loris dit d'une profonde tristesse ou un sentiment de bonheur extrême, aussi une estime de soi démesurée ou des idées de grandeur. Donc vous parlez des deux choses en même temps, non? Donc, c'est pour ça que l'intervention de la psychanalyse va être au niveau psychique, pas au niveau de la réalité matérielle. La réalité matérielle, ne correspond pas au travail du psychanalyste. Le psychanalyste va intervenir uniquement sur la réalité psychique. Et quand on dit que justement nous n'intervenons pas sur la réalité réelle, mais simplement sur cette réalité psychique, parce qu'en fait c'est une des choses, on va dire, qu'il va falloir transformer, c'est-à-dire que si nous pensons la vie que chacun d'entre nous faisons, la vie que nous sommes en train de faire, que nous faisons, que nous construisons tous les jours, parce que demain ben, il va falloir le faire, c'est une vie qui est faite et qui est basée pour chacun de nous sur des idées. Et chacun a ses idées, comme on dit, a ses idées sur l'amour, sur le travail, sur les relations sociales, sur l'argent, sur les vacances, sur les loisirs, etc. Bien. Sur la création. Nous avons chacun des idées. Et en fait, ces idées vont définir ma vie. Et c'est-à-dire, selon la vie que je vis, je peux voir les idées que j'ai avec ma manière de vivre, pas parce que je dis, parce que moi je peux dire non, moi je suis d'accord avec ça, moi j'ai des très belles idées, très modernes, etc. Mais je vis comme quelqu'un de très classique, ou je vis comme ma mère. Je refais la même vie que ma mère. Alors comment c'est possible si moi, apparemment, je n'ai pas les mêmes idées, mais inconsciemment, si. C'est pour ça qu'il y a une intervention au niveau inconscient, parce qu'il va falloir modifier aussi certaines idées. Darsinat, bonsoir. Non, c'est-à-dire qu'il va y avoir la nécessité de modifier certaines idées que nous avons sur notre vie. Peut-on la considérer une psychose? Donc ça c'est une question, la dépression, non, ça c'est une question que se font de nombreux théoriques. Les périodes dépressives chez le bipolaire pourraient-elles être psychotiques? Vous vous copiez. Donc, ça dépend de la dépression, non? Mais c'est vrai que la dépression, on va dire psychotique dans le sens où il y a un éloignement réel de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, le dépressif, parfois, il est très très loin de la réalité, il vit complètement dans son monde, non? Dans ce sens-là. Donc, la personne bipolaire ne souffre pas simplement de dépression, sinon qu'elle va souffrir aussi de ces excès qui vont se présenter quand il y a l'autre facette qui va se manifester, qui est ces périodes de manie. Alors, pour chaque personne, ce sont des périodes qui vont bien évidemment se modifier. Pourquoi le surmoi punit le moi sévèrement dans la mélancolie? Parce que à cause de l'objet, en fait, il punit l'objet qu'il a abandonné, mais cet objet, il fait partie du moi maintenant, donc il punit l'objet, cet objet qu'il a abandonné. On va voir. Donc on disait que la manie, non, c'est cette exaltation, cette joie exagérée, c'est une espèce aussi un petit peu de folie qui apparaît tout d'un coup, donc sur toutes les choses de la vie du sujet, et où il commence à faire des achats compulsifs, il participe à de nombreux projets, et que tout est compulsif et sans limite. Ça aussi c'est une caractéristique. Non? Et que donc dans la bipolarité, parce qu'il y a une alternance de ces deux situations, Et donc on va voir.
Parce que, en fait, cette maltraitance qu'il va y avoir de la part du surmoi sur le moi, en fait, c'est parce que cet objet que nous avons, sur lequel que nous avons incorporé sur le moi, non, cette identification, c'est-à-dire que nous avons incorporé une partie de cet objet que nous avons perdu pour ne pas le perdre. De la même façon, quand nous nous sommes identifiés avec nos parents pour ne pas les perdre, nous nous sommes identifiés avec eux et nous avons formé le surmoi. Ben de la même façon, dans la mélancolie, on utilise le même mécanisme mais sur un objet perdu. Et en plus, tous les objets de notre vie, comme vous le savez, tous nos amours, ben, il y a aussi tous nos amours, nous les détestons. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos sentiments qui sont envers lesquels nous avons une hostilité. Donc cet objet perdu aussi a cette hostilité. Donc non seulement il nous a abandonnés, mais sinon qu'en plus il y a une partie où nous avons cette hostilité. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une lutte où le moi aussi va intervenir et il va, comment on va dire, qui va réclamer, on va dire, qui va punir aussi cet objet, ou qui va vouloir punir cet objet, mais cet objet est devenu une partie de son moi, non? Et en fait, et c'est là, quand on écoute le sujet qui se dit « je suis stupide, je vaux rien, je suis nul », mais en fait, il parle pas de lui, il parle de l'objet. Il insulte l'objet auquel il s'est identifié. Rappelez-vous que la mélancolie, c'est la structure qui peut permettre le suicide. Parce que le sujet ne se tue pas, non? Freud, il dit, le sujet n'a pas la capacité, l'être humain n'a pas la capacité de se tuer lui-même. Nadine, bonsoir. Par contre, il peut se tuer en croyant qu'il tue quelqu'un d'autre. Et il tue cet objet perdu. Il tue cet inutile qui vit en lui, mais en même temps il se tue lui-même. D'accord? C'est-à-dire, c'est ça la problématique du suicide, non? C'est pour ça que quelqu'un qui vous dit je veux me suicider, vous pouvez lui dire qui est-ce que tu veux tuer? On va voir s'il réagit un petit peu. Pour voir s'il réagit un petit peu. Ça ne va pas résoudre les problèmes, mais pour déjà faire, non, parce que qui en toi veux-tu éliminer? Donc à l'intérieur, on dit que dans cette bataille, il y a cette agressivité, non, que le sujet déprimé va vivre. Et que d'un autre côté, comme on disait, donc l'intervention du surmoi, hein, l'intervention du surmoi, toute la rigueur du surmoi et toute la morale du surmoi qui va intervenir contre l'objet perdu. L'objet perdu qui a été incorporé sur le moi, donc qui a été intériorisé sur le moi. Hein. Et donc, c'est là où il peut, quand il y a ces batailles qui ont lieu, où le surmoi peut être tout à fait sadique, justement avec l'objet, qui le maltraite et lui rend la vie impossible. Et ça, on voit que le sujet, il va souffrir. Hein. Le sujet, après, il souffre énormément. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette autre facette, dans la manie? Pourquoi tout d'un coup le surmoi cesse d'être maltraitant envers le moi ou envers l'objet? Et tout d'un coup, il commence à y avoir une réconciliation? Non, non, pas exactement. Néléa, bonsoir. Ce n'est pas exactement. La mélancolie ne réussira jamais un deuil de l'objet perdu. Pourquoi? Pourquoi? Dans la mélancolie, il n'y a pas de réussite, effectivement. Mais si le sujet transforme sa mélancolie en deuil, c'est une possibilité. Donc, dans le cas de la manie, ce qui arrive donc au niveau psychique, c'est que le moi va se libérer de cette coercion, de ce surmoi qui vient le punir, qui vient le torturer. Il va s'en libérer. Et il a l'impression, ce moi, que cette fois-ci, il a gagné sur le surmoi. C'est pour ça qu'il y a, Anne, bonsoir, c'est pour ça qu'il y a cette
cette exagération, cet enthousiasme débordant parce que le moi, Yaoud, bonsoir, il a l'impression qu'il a gagné sur le surmoi, qu'il l'a gagné. Alors bien sûr, s'il l'a gagné, c'est le plus fort, c'est le meilleur, il peut tout. Il peut tout, non? Il a cette sensation que tout est possible, comme la personne qui souffre dans la manie, non, de ces exagérations. C'est-à-dire que il a gagné sur le surmoi. Et bien évidemment, tout ça, ça provoque, non, ce changement, cette alternance drastique entre une situation ou une autre. Mais on va dire que d'un côté comme de l'autre, ça peut être aussi dangereux de croire que je n'ai plus, que j'ai gagné sur le surmoi, que je suis toute puissante, et c'est là où je prends la voiture et je vais en contresens sur l'autoroute parce qu'il ne peut rien m'arriver. Parce qu'il ne peut rien m'arriver. Alors comme il ne peut rien m'arriver, ben je peux faire n'importe quoi. Et si je peux faire n'importe quoi, eh ben je peux tenter, risquer des situations. Donc on va dire que dans un sens comme dans l'autre, il y a risque de suicide, on va dire risque de suicide. Et donc bien évidemment, face à ces exagérations entre une tendance et l'autre, ben, il faut utiliser les services d'un psychanalyste, évidemment. Parle sans arrêt, coupe la parole aux autres. Hein, vous dites le maniaque, non? Il parle sans arrêt, il coupe la... Ben oui, parce que c'est lui qui est devenu le plus important, vous voyez pas la partie qu'il vient de gagner. Il vient de gagner son surmoi qui était en train de le torturer. C'est comme un esclave qui vient de se libérer de son maître. Alors, il a l'impression que tout est possible quand il croyait qu'il était complètement soumis à cette force, à ce tyran, et que tout d'un coup, il a gagné contre le tyran. Alors, bien évidemment, tout lui est permis, tout lui est permis. Et... donc, bien évidemment, c'est à partir de l'intervention de la psychanalyse, la possibilité d'une interprétation psychanalytique. Non, on doit penser l'interprétation psychanalytique comme s'il s'agissait de l'adresse d'un chirurgien avec un bistouri. C'est-à-dire que, sauf que en aucun cas, et ça c'est la particularité aussi de la psychanalyse, c'est que en aucun cas il va y avoir erreur. Et oui, c'est de ça dont nous avons la chance, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir erreur, c'est-à-dire que si l'interprétation, et c'est pareil, il n'y a pas de dommage dans l'appareil psychique, c'est-à-dire que si l'interprétation est à côté de la plaque, on va dire, ben le patient ne se reconnaît pas, il dit de quoi il parle, et donc il n'y a pas de transformation. Sonia, bonsoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir de transformation que si non, il y a cette justesse dans l'interprétation où on va intervenir réellement en relation avec l'association libre du sujet. Bien évidemment, c'est en relation avec ce qu'il nous dit qu'on va pouvoir intervenir. On va pas intervenir avec ce que nous a dit notre superviseur et tout d'un coup, poum, on claque la phrase de notre superviseur dans la séance. Non, tout va dépendre du discours, de l'association libre, du patient. Donc il va nous donner les éléments pour nous permettre d'intervenir. Donc et cette intervention, elle va permettre justement la libération de cette énergie qui est restée coincée là dans cette bataille qui ne sert à rien, parce que souffrir, ça ne sert à rien, ça ne produit rien. Ben, il faut libérer cette énergie. Et une fois que cette énergie est libérée, ben, le sujet peut revenir à ses activités, et en plus avec un certain goût, avec une certaine satisfaction. Non, il va récupérer sa capacité d'aimer, qu'il avait perdue, parce que le déprimé, il a perdu sa capacité d'aimer. Hein? Siam, bonsoir. Je prends le train en route. Ok, donc il a perdu sa capacité d'aimer. La personne qui est déprimée, la personne mélancolique n'est plus capable d'aimer.
Donc, une fois qu'il y a eu cette intervention, il y a la possibilité de reprendre le travail, de reprendre sa sexualité, ses relations sociales, non, et de reprendre reconstruire une vie nouvelle, parce qu'on ne va pas revenir, bien évidemment, à une situation du passé. Le passé, il est passé. Sinon que nous allons produire une nouvelle situation. Une nouvelle situation. Pourquoi? Parce que le sujet, il vient de passer par ça. On dit, non, il y avait un exemple du docteur Menassa qui était Bibi Chéri Bonsoir, qui était tout simple, où il expliquait ce mouvement, cette transformation de chacun, non, où nous ne sommes plus les mêmes qu'hier. Et lui, il donnait cet exemple en disant, je viens d'embrasser cette femme, je ne peux plus être le même. Maintenant, je suis celui qui a embrassé cette femme. Vous voyez comment nous nous transformons constamment. J'ai eu une conversation avec un ami, c'est fini, je ne suis plus le même, j'ai eu cette conversation, je me transforme. Donc une personne qui vient de passer par une dépression et qui arrive à sortir et à réinitier, on va dire, cette énergie, ben, il va l'utiliser d'une façon bien évidemment différente, surprenante. Peut-on considérer la mélancolie et la manie comme une structure psychique, comme la névrose et la psychose? C'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais je ne peux pas y répondre. Non? Mais on peut la penser comme ça. On peut la penser comme ça. Après, si elle est définie directement comme ça, c'est autre chose. Donc on va voir que, vous vous rappelez que la fois dernière, il y a 15 jours, on avait parlé du complexe d'infériorité. Or, quand on parlait du complexe d'infériorité, on faisait référence à l'idéal du moi. À cet idéal du moi qui va se construire juste avant le surmoi et qui fait référence justement à cet idéal auquel le moi va se comparer tout le temps, où il va se sentir toujours trop petit par rapport à cet idéal. Bon, dans la manie aussi, il y a l'intervention de cet idéal du moi, non, de cet idéal du moi, et qui est aussi une partie du moi, non, parce que tout ça c'est fabriqué à partir du moi. Le moi c'est fabriqué en contact, il vient du ça, et en contact avec la réalité extérieure, et après le moi, en fait, il y a une partie du moi qui va être utilisée pour le surmoi, une autre partie qui va être utilisée pour l'idéal du moi. Et après le moi idéal, bien évidemment. Donc, tout le monde prend sa place. Vous voyez, donc, dans notre appareil psychique, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. C'est pour ça que des fois, on entend des voix, on a des idées, on dit mais pourquoi je pense ça, etc. Bah parce que on est plusieurs à vivre là-dedans. On est plusieurs à participer à tout ça et qu'en plus, on ne domine personne. C'est ça le plus important aussi à reconnaître. C'est-à-dire que je ne domine pas mon sang non plus, mais mon ça, je ne le domine pas. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient. Je sais qu'il existe théoriquement, mais c'est tout. Et le moi, il y a une partie du moi qui est conscient, mais ça ne veut pas dire que je le domine. Et il y a une partie du surmoi qui est conscient, mais ça ne veut pas dire non plus que je le domine. Et après, les deux autres sont inconscients. Donc, je ne domine rien du tout. Je dois apprendre à vivre et à regarder comment je fais ma vie, non? Comment je fais ma vie. En psychanalyse, comment renforcer le moi pour un sujet qui présente des troubles bipolaires? C'est ce qu'on vient de dire à Kim, non, de libérer cette énergie. Il faut libérer cette énergie pour que le moi puisse utiliser son énergie à autre chose. Il faut qu'il puisse utiliser son énergie à autre chose. Parce que pour l'instant, son énergie, elle est utilisée dans la bataille entre ces différentes instances. Non, parce qu'on disait qu'il y avait cet idéal du moi qui fait partie pratiquement du surmoi, qui vient là, qui vient censurer, qui vient critiquer, qui est constamment en train de critiquer le sujet, hein, et qui est, en plus, qui participe, c'est lui aussi qui participe pour donner l'ordre du refoulement, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui me gêne, dès qu'il y a quelque chose qui produit un petit peu un déplaisir, poum, ce que je fais, c'est que je refoule. Et se refouler, bien évidemment, ce n'est pas la solution à aucune situation, dans le sens où, bonsoir Stéphanie, non, à aucune situation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je refoule, alors bien évidemment, le refoulement, c'est un mécanisme inconscient. Je ne m'en rends pas compte, je refoule.
Non, je me rends compte de pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Ni moi, ni vous, hein, attention. C'est pas que il y a que moi qui soit dans cette situation, sinon que nous ne rendons pas compte. Nous sommes en fait la scène où va se développer tous ces phénomènes. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la théorie pour après, pour voir comment fonctionne. Mais après, nous sommes la scène, nous sommes une pièce de théâtre, chacun d'entre nous, en fait, avec ces différents acteurs qui vivent en nous. Annie, il peut la mettre dans le social. Effectivement, Annie, il peut la mettre dans le social, cette énergie. Mais après, c'est pareil, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide, tiens, nous allons la mettre dans le social. Non, c'est toute une articulation. Et en plus, il faut savoir, quand je dis que nous sommes plusieurs à vivre en nous, mais en plus, nous sommes plusieurs avec toutes nos relations sociales. Et toutes ces relations sociales sont très importantes parce qu'avec ces relations sociales que j'ai des pactes, j'ai des accords, j'ai des obligations, on va dire, qui me convient dans certains cas de respecter ou pas, non, c'est après bonsoir la Tunisie, non, après ça c'est la vie de chacun. Je veux dire que toutes ces relations sociales qui participent à ma fabrication aussi, et qui vont participer tant à la maladie comme à la santé. Il faut savoir que des fois, nous ne sommes pas les seuls responsables de la maladie que nous avons. Donc il y a toute une ambiance, on va dire, qui a permis cette maladie. Quand on dit qu'un enfant psychotique, par exemple, c'est le résultat d'une ambiance familiale, donc ce n'est pas que l'enfant, non, que c'est pas lui qui l'a fabriqué, sinon que c'est le résultat d'une ambiance. C'est une manière de dire d'une situation psychique familiale, on va dire plus que d'une ambiance, non? Donc, la maladie est vraiment nuisible pour la personne qui l'a subie et aussi pour celle qui vit au quotidien avec elle, pour tous ceux qui l'entourent, Jean. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on tombe malade, on touche énormément de gens. Tous les gens autour de nous sont touchés par notre maladie. S'ils le savent, bien entendu, mais des fois, même s'ils le savent pas. Même s'ils le savent pas, il y a des transmissions inconscientes. Donc, où l'information arrive. Et on touche, parce que des fois, il y a des gens où on va dire, non, t'as vu, celle-là, elle est jamais malade. Et tout d'un coup, on la voit malade, alors là, bah, non, c'est une désillusion, c'est, alors moi aussi, je peux tomber malade, donc après, il peut y avoir de la contamination de la maladie. Non, c'est-à-dire que, bien évidemment que, parce que là, Jean, vous parlez de quelque chose de plus pratique. On va dire que vivre avec quelqu'un qui est malade, c'est quelque chose qui peut être difficile. Non, Reda, bonsoir. Non, mais psychiquement aussi, c'est important. Mais psychiquement, c'est important. D'être en relation avec des personnes saines, c'est important pour tout le monde. C'est quelque chose qui est bénéfique à tout le monde d'être en relation avec des personnes saines. Après, chacun va calculer ou va étiqueter la personne saine selon ses critères. Hein. Après, il y a la psychanalyse a ses critères, mais on va dire, mais c'est quelque chose de différent. Non, c'est-à-dire que la maladie est nuisible, mais vous savez aussi, Jean, parce que le problème de la maladie, c'est que elle est nuisible pour le sujet, mais comme il y a une satisfaction, parce que le problème, c'est ça, c'est que ce n'est pas facile d'abandonner les maladies, parce qu'il y a toujours une satisfaction de la pulsion. Alors c'est une satisfaction qui est inconsciente, bien évidemment, il ne s'en rend pas compte, mais il y a satisfaction dans le sens où cette bataille qui a lieu entre le surmoi et le moi, il y a une satisfaction dans l'appareil. Dans l'appareil, il y a toujours satisfaction. Si le sujet se fait du bien, comme si le sujet se fait du mal, il y a satisfaction. C'est pour ça qu'il faut apprendre à jouir de la vie avec des choses qui me font du bien. Parce que si j'apprends à jouir de la vie avec des choses qui me font du mal, ben après c'est difficile de les abandonner. C'est difficile de les abandonner puisque mon appareil psychique a pris l'habitude de se satisfaire là. Donc après, il faut l'intervention de ce chirurgien psychanalytique pour intervenir et participer pour la guérison.
participer pour abandonner cette manière de se satisfaire, parce que c'est ça, le sujet, après, il a des manières de se satisfaire qui vont contre lui, non, quand on dit il y a des autosabotages, etc., parce que ce sont des gens qui ont pris une satisfaction à s'auto-saboter, inconsciente. La satisfaction est inconsciente, le sujet, il souffre. Rappelez-vous que nous sommes divisés, nous sommes des êtres conscients, des êtres inconscients, donc d'un côté il y a la souffrance et de l'autre côté il y a la satisfaction. Dans l'inconscient, dans l'appareil psychique, il y a toujours satisfaction. Toujours satisfaction. C'est pour ça qu'on doit s'occuper, il nous convient de nous occuper de notre appareil psychique. Si on fait comme si l'appareil psychique n'existait pas, eh ben on retombe dans les pièges de toujours, dans les pièges qui ne sont pas obligatoirement ceux qui vont me convenir, ceux qui m'ont convenir pour vivre une vie avec des relations, avec principalement, non, parce que le plus important pour l'être humain, non, on va dire que dans la majorité des cas, on va dire ce sont nos relations sociales. C'est cette possibilité d'avoir des amis, d'avoir des amours, d'être en relation avec les autres, de se sentir apprécié, d'apprécier les autres. Je veux dire que c'est ça dont on a le plus besoin, les êtres humains. Et puis en plus, si on peut gagner un petit peu d'argent, ben c'est mieux. Si on peut avoir un travail qui nous satisfait, ben c'est encore mieux. Hein, mais que tout ça, ce sont des choses que nous pouvons produire nous-mêmes. On va pas attendre qu'il y ait « Ah, tiens, c'est tombé !» Non, il va falloir le faire soi-même. Non, il n'y a rien qui va tomber du ciel, sinon que toute notre vie, on va dire, notre vie est dans nos mains. Notre vie est dans nos mains. Donc, et c'est une image. C'est une image. Non, dans le sens où, dans nos mains, c'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que nous allons faire avec ça. Bonsoir. Narcheldel. Je comprends pas, je sais pas prononcer. Désolé. Donc voilà pour ce trouble bipolaire, hein, pour ce trouble bipolaire, donc dont nous souffrons, je vais dire, de nombreuses personnes, parce que nous sommes un petit peu tous bipolaires. Bipolaires dans le sens où un jour nous sommes tristes, le lendemain nous sommes super gais, etc. Non, que nous avons cette tendance un petit peu à passer d'une situation à une autre. Parce que là, quand on fait la description de ce cas bipolaire où on exagère les symptômes de la dépression et on exagère les symptômes de la manie pour bien les présenter, pour essayer de les comprendre, mais après que nous sommes tous un peu, nous avons tous une petite tendance à la dépression et tous une petite tendance à la manie et à dire ça y est, j'ai gagné. S'il y a un mal, cela devient une addiction de se satisfaire en se faisant du bien autant que du mal, ce qu'on appelle cette fameuse zone de confort. Non. Non, non, la zone de confort, ce n'est pas une zone où on se fait du bien. Non, non, ça, ce n'est pas la zone de confort. Hein? Non, parce que apprendre à se faire du bien, c'est un travail. C'est un travail. Parce qu'en fait, ce qu'on devrait, non, on dit que une des choses qui est quelle est la phase la plus inquiétante? On va écouter le patient. Nous devons écouter le patient. Nous allons, non, c'est le plus important, c'est le discours du patient. On va dire que il faut voir que ce qui fait le plus de mal, l'obstacle le plus grand pour notre vie, ce n'est même pas la névrose. L'obstacle le plus grand pour notre vie, c'est l'idéologie dominante. Ce sont les préjugés de l'idéologie dominante qui nous font croire que ceci, qui nous font croire que cela. Et avec lesquels, ce sont des préjugés avec lesquels nous vivons, bien évidemment. Et en plus, ce sont des préjugés qui vivent en nous et qui fonctionnent en nous de manière inconsciente. Et ça, non, par exemple, on va dire pour parler de cette zone de confort, ou pour parler, il y a des gens qui préfèrent avoir une vie tranquille. Mais la vie tranquille, c'est pratiquement la mort. Clément, je me réfère aux bénéfices secondaires. Okay. En psychanalyse, la jouissance de la personne en phase maniaque est difficile à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez travailler, vous? Non, on doit écouter le patient et l'interpréter. On n'a rien à travailler de spécial avec le patient, ni le patient avec lui. Si le patient vient en séance, parce que ce qui va nous intéresser, c'est qu'il se présente en séance. S'il ne vient pas, on ne peut rien faire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il se présente en séance et qu'il vienne parler. Et après, effectivement, on ne peut pas faire de miracle. Est-ce que bipolaire, c'est le conflit entre le ça et le milieu extérieur?
Non, on a dit que le bipolaire, non, c'est cette dispute entre le surmoi et le moi et l'objet perdu, non? On va dire, principalement, non? Qu'il y en a un qui gagne. Et selon qui gagne, on va dire, où je suis soumis au surmoi et je reçois la tyrannie du moi, du surmoi, ou c'est le moi qui a l'impression qu'il gagne sur le surmoi. En plus, c'est une impression, non? Parce qu'en général, la manie, ça dure pas aussi longtemps que la mélancolie, non? Dans le sens, dans les phases, non? Non? Dans les phases de passer de l'un à l'autre. Mais je disais que, bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'avais une idée géniale que je voulais dire que j'ai perdue. J'avais une idée, mais elle était vraiment bien. Parce que quand on parlait de la situation de zone de confort, non, comme quoi, cette zone de confort, par exemple, c'est de l'idéologie dominante qui nous fait croire qu'il y a une zone où on peut avoir un confort, que le confort existe. Mais le confort n'existe pas chez l'être humain. Pardon, désolé. Il existe momentanément ou il existe physiquement parce que ce fauteuil est très confortable ou parce que cette situation, mais psychiquement, il n'y a pas de confort. Dans l'appareil psychique, est constamment en mouvement, constamment en dispute, constamment en conflit, dans le sens où il est constamment en mouvement. Donc le confort pour l'être humain ne peut pas exister. Donc chercher quelque chose qui n'existe pas, ça fait mal. C'est quelque chose qui produit des troubles. De vouloir des choses que l'être humain ne peut pas, ça produit des troubles. Bénisse, à quoi vous rigolez? Alors, ils sont très souvent victimes de leurs propres préjugés et de ceux qui existent dans la société. Oui, mais nous aussi, Jean. C'est pas quelque chose qui arrive aux autres et nous, nous non, nous n'avons pas de préjugés. Non, nous aussi. C'est pour ça que le psychanalyste, il doit continuer à se psychanalyser toute sa vie. Parce que sinon, il tombe dans les pièges comme tout le monde. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce qu'il a lu 3 livres que maintenant il tombe plus dans les pièges où tout tombe tout le monde. Bien sûr que si, il tombe dans les pièges comme tout le monde. C'est le ça dans sa toute puissance d'être sur le plaisir. Ah, la zone de confort. Oui, la zone de confort. Non, le confort n'existe pas. Le confort n'existe pas pour l'être humain. Ou sinon, non, c'est comme quand il y a des gens qui prennent des antidépresseurs là et qui sont complètement éteints. Mais ça, c'est pas le confort non plus. Ce sont des personnes, on a l'impression qu'on les a débranchés. Non? Pour moi, j'ai trouvé les patients souffrant plus dans la mélancolie. Oui, apparemment. Mais ça, c'est une apparence. Mais non, c'est une apparence, puisque c'est le surmoi qui est en train... Mais vous devez penser que c'est la même chose. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Mais c'est la même difficulté dans le sens où, dans tous les cas, il faut libérer cette énergie qui est restée coincée là-dedans. Libérer l'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes des libérateurs. Les psychanalystes, nous sommes les libérateurs de l'énergie. Bon, messieurs, dames, chers amis, merci de participer, merci de partager sur vos réseaux et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Vous savez que ceux qui veulent continuer à étudier ou étudier plus sérieusement plutôt, puisque ça, c'est pas exactement pour étudier, vous pouvez vous inscrire au cours qui se déroule actuellement justement sur l'identification. Donc on peut se retrouver ou dimanche dans le cours sur l'identification ou mardi prochain à 21h donc sur un nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Merci de votre participation. Merci à tous. Au revoir.